Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, c'est Lucie Ponviane que j'ai la joie d'accueillir. Bonjour Lucie et bienvenue dans cette émission. Bonjour Céline, merci de m'accueillir dans ton émission Nom d'un clito, j'adore ce nom. Avec grand plaisir. Bah écoute, c'est à propos, parler de sexualité. Je me suis dit, hop, le clito, il a sa place C'est ça, aussi ici. exactement. Alors toi, tu as plusieurs activités et je vais en nommer quelques-unes. Tu as une activité d'artiste. Tu es aussi illustratrice jeunesse et on en parlera un petit peu plus tard dans l'entretien. Oui, Et tu es art thérapeute. Là, dans cette activité-là, tu accompagnes des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et conjugales. C'est ça? tout à fait, c'est ça. Ouais. Et dans cet épisode, Lucie, toi, tu vas venir nous parler de ton parcours et de la manière dont tu guides tes accompagnés, j'ai envie de les appeler comme ça aujourd'hui, sur Oui. le chemin de la résilience, en les aidant à se libérer émotionnellement de leur trauma. Alors, Eh bien, avec grand plaisir. est-ce que tu es prête pour les questions du coup? Je suis prête. Allons-y. Nom d'un clito. Interview. La toute première, c'est la question un peu insolite pour faire connaissance avec toi de manière un peu différente. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est quel est ton film ou ton livre réconfortant préféré et pourquoi? Alors, il y aura tellement de réponses à cette question. Alors, je vais vraiment partir sur le film, mon film réconfortant, celui que je regarde depuis que je suis toute petite. C'est un film qui mélange de l'animation aussi. Donc, c'est un film Disney. Hmm, Qui s'appelle, bah, qui est pas très connu, hein, on le connaît pas souvent. Souvent, quand j'en parle de ce film-là, on me dit généralement, bah, je connais pas. Pourtant, c'est un Disney. Et c'est un Disney qui date des années 70, donc c'est pas d'aujourd'hui. ok, ok. Où l'actrice principale, c'était, comment elle s'appelle euh, Angela Lansbury. Elle jouait Arabesque. Je sais pas si tu connais Oui, oui, Angela oui, Lansbury. oui. Et donc, ce film, il s'appelle L'apprentie sorcière. Je sais pas si tu connais L'apprentie sorcière. Ah bah, ça me dit vaguement quelque chose. C'est pas pour sortir du lot, dire ah oui, moi je connais, mais ça me dit vaguement quelque chose. Mais je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Ah bah, donc un film qui mélange donc dessin animé aussi. Donc, tu as des passes de films et des passes de dessins animés. Et c'était durant la guerre, pendant les années 1940, où tu as trois enfants qui sont recueillis par une qui s'appelle Miss Price, donc celle qui joue Angela Lansbury. Donc, elle s'appelle Miss Price. Et elle recueille trois enfants chez elle. Et donc, cette femme, bah, c'est une sorcière. Et donc, du coup, les enfants, elle veut pas les accueillir chez elle au début parce que elle a peur que son secret soit dévoilé, quoi. Donc, du coup, on suit son aventure à travers ces trois enfants et puis cette sorcière qui part à l'aventure et qui vient à la fin aider aussi les, les soldats anglais pour bah, justement retirer, on va dire, les soldats les soldats ennemis sur le territoire anglais. Donc ouais, donc c'est marrant, c'est un mélange, enfin c'est joli, c'est marrant, c'est bien fait, c'est bien dessiné, Ouais, et on est vraiment dans les Disney d'avant, quoi. ouais. Donc, j'aimais bien ce genre de dessin animé là. Et donc ouais, ça mélange magie, sorcellerie, enfin, voilà. Et tu sais à Donc quoi ça... ça, c'est mon dessin animé réconfortant. Eh ben écoute, et ça me fait penser, quand tu expliquais,
je t'imaginais toi dans ton rôle d'accompagnante, d'art thérapeute, qui serait la sorcière qui vient Ouais. accueillir les enfants, tes clients, et puis les méchants, là, ce seraient les émotions, les traumas que tu aides à libérer. Complètement, ouais. Voilà, c'est un film que j'ai toujours aimé parce que je crois que j'ai mon côté sorcière qui a toujours été un peu là, cette volonté de faire un peu de la magie dans la vie, de réconforter les gens, ouais, de leur apporter de la gaieté, de la joie aussi. Ouais, je pense que c'est un dessin animé qui apporte beaucoup, ouais, en termes d'émotion. Et d'ailleurs, j'en ai fait une illustration de ce film que j'adorais. Et donc, j'ai pris la scène que je préférais dans ce dessin animé où les trois enfants et la sorcière sont sur un lit flottant qui vole et ils plongent dans la mer et ils vont à la rencontre des poissons qui sont super bien dessinés, qui sont trop marrants. Il y en a un qui joue aux cartes, il y en a un qui fume la pipe. C'est trop drôle. Et du coup, j'en ai fait une illustration de cette scène-là. Ouais. Ouais. Bah, c'est marrant quand tu parles de cette scène, ça me dit vraiment quelque chose. Ah, bah, je pense que, tire à voir. Je pense que Ouais, ça te parle. Si tu me dis que ça te parle, ouais, t'as dû peut-être le voir, mais tu t'en souviens peut-être pas. Ouais, possiblement, possiblement. Bah écoute, Lucie, je vais commencer la suite de l'entretien. Là, on va mhm. aller dans le vif du sujet. En tout cas, merci pour ton partage, parce que Bah, de rien. ça me permet de voir un petit peu qui tu es. Et puis, il y a ce côté artiste, il y a ce côté magicienne. Et, euh, bah, c'est cool de te connaître un petit peu plus de ce côté-là. Donc, merci, merci pour ce Mais de rien. partage. Alors, Lucie, euh, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours personnel et de ce qui t'a amené à devenir art thérapeute holistique? Alors, mon parcours personnel. Donc déjà, je pense qu'il faut remonter vraiment à la source, la source, c'est-à-dire mon enfance. Moi, j'ai été dans mon enfance victime de violences sexuelles, Mhm. donc par le mari de ma nourrice qui nous gardait à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 2 ans. J'ai été victime assez régulièrement de ces violences-là par cet homme-là. Donc j'étais pas toute seule, on était plusieurs petites filles à l'avoir vécu. Mhm. Donc ça, bon, déjà ça, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui de moi l'art thérapeute que je suis aujourd'hui et pourquoi j'accompagne ces femmes-là aujourd'hui. L'art thérapie, c'est arrivé, on va dire que c'est assez nouveau. C'est arrivé il y a quoi? Il y a 2, 3 ans, je dirais, dans ma vie. Euh, il y a 2, 3 ans, j'avais terminé une formation d'illustratrice. Du coup, je venais juste de terminer mes 3 ans de formation en école d'art appliqué. Et suite à cette formation-là, j'ai vraiment eu envie on va dire, de m'occuper de ce côté un peu spirituel que j'avais un peu laissé de côté, vraiment le spirituel, le bien-être, accompagner les gens, vouloir faire du bien aux gens par des soins. Alors c'était au début, c'était plus le côté magnétisme qui me parlait, qui m'appelait. Donc j'ai commencé à faire des formations en Reiki, en magnétisme, en lithothérapie. Et puis ma frustration, elle est arrivée dans le sens où j'étais là avec ma formation d'illustratrice, dessinatrice, et puis de l'autre côté, j'étais en train de m'embarquer dans des formations en énergétique et tout ça, et je me disais, mais en fait, je vais où là comme Mhm. ça a aucun rapport. Faut que j'arrive à trouver quelque chose qui puisse rejoindre les deux. Et je trouvais pas. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même chercher sur Internet. Je regarde, je tape art, soins, et c'est là que je suis tombée sur art thérapie. Je savais pas du tout ce que c'était. Pour moi, ça a été la grande surprise en me disant, punaise, ça existe, hein, ça existe de faire de la thérapie avec l'art. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé après à me renseigner, à prendre des infos, à vouloir trouver une école pour me former. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'art thérapie, quoi. Mhm. Donc, quand j'ai commencé à m'informer, je me suis inscrite dans une école pour me former à l'art thérapie. Et j'ai découvert aussi l'art thérapie en tant qu'accompagnée, parce que du coup, je suis passée par la phase, on va dire, j'ai suivi moi-même le protocole d'art thérapie pour justement pouvoir aller derrière sur euh, bah, passer du côté d'accompagné à accompagnant. Et tu l'as dit toi-même, donc tu as été victime de violences sexuelles étant enfant. Euh, et tu as aussi été euh, victime d'abus physiques. Oui. Euh, à quel moment de ta vie
est-ce que tu t'es dit, voilà, moi je veux accompagner les femmes victimes de violences sexuelles et conjugales? Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi, qui était arrivé, on va dire, dans mon enfance, ou enfin, plus dans ma période d'adolescence, où je crois que quand on est victime de ce genre de choses-là, ça arrive par vagues, ça revient, ça vient vous titiller comme ça dans la vie, où on s'imagine qu'on a mis de côté, on a laissé sous le tapis, on s'est dit non, je veux pas m'en occuper. Et puis assez régulièrement, ça revient sur le tapis. Ouais, bah t'as pas travaillé ci, t'as pas travaillé ça. Mm. Et donc, à ma période d'adolescence, je me suis vraiment dit quand je serai grande, j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir aider, soit en étant bénévole dans une association, des femmes qui ont été victimes de violences, quoi. Donc, bah, ça s'est pas fait jusqu'à récemment. Donc je pense que c'est comme ça où je me suis dit vraiment, je voulais accompagner ces femmes-là. Ça a vraiment pris tout son sens quand j'ai commencé à travailler sur moi, mes problématiques. Quand j'ai commencé à me former au Reiki et tout ça, bah, c'est des choses qui sont tout remontées. Et là, je me suis dit, bah, il faut que je travaille sur moi parce que je peux pas accompagner des femmes qui ont été victimes si moi-même j'ai pas traité mon problème, quoi. Donc j'ai commencé à guérir mes blessures avec le Reiki, avec l'art thérapie. Et, euh, et quand je suis arrivée à un moment de ma formation où on a commencé à parler de clients de cœur, qui on voulait accompagner, parce que voilà, il faut cibler, Oui. voilà, des choses comme ça. Et ben moi, ça a été, enfin, j'avais même pas besoin de réfléchir, c'était déjà là, quoi. C'est là, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est de pouvoir accompagner des femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu, parce que je suis passée par là. Je sais comment on peut en sortir, et en fait, j'ai envie de transmettre cette possibilité de pouvoir sortir du traumatisme sans se dire on va vivre avec ça toute sa vie, quoi. Mhm. C'est ça, en fait, le message que j'avais envie de transmettre, en Et, accompagnant ces femmes. et ce que j'entends, c'est que tu avais déjà cette idée jeune adulte, voire Ouais, avant. Donc c'était c'est vraiment... ça, exactement. Et Mm. on soupçonne pas que ça va ressortir comme ça à un moment donné. Moi, j'aurais jamais soupçonné que ça puisse ressortir comme ça en me disant, bah, plus grande, je serai art thérapeute, j'accompagnerai les femmes vraiment en tant que thérapeute. M'imaginais plutôt à aider des femmes plutôt en tant que bénévole dans une association ou plutôt en militant ou des choses comme ça. Bon, là, c'est un peu ce que je fais aussi, hein. Mhm. Mais jamais j'aurais pensé ça un jour, pouvoir le faire. Ouais. Oui, oui. Oui, parce que tu parles de militantisme qui n'en est pas vraiment, puisque j'ai suivi ton actualité et tu es allé faire une conférence pour parler de ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, là, ouais, c'est la sensibilisation. Mhm. Et ça, on en reparlera plus tard aussi Oui, dans ton podcast. Mais ça, c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place aussi régulièrement, ouais. ouais. Sensibiliser. Et pour parler, donc tu disais que toi, l'art-thérapie, tu l'as découverte en tant aussi que accompagnée. Exactement, ouais. De quelle manière et qu'est-ce que c'est venu débloquer chez toi? Alors, c'est vraiment venu débloquer bah, la parole déjà. La libération de la parole, elle a vraiment une grosse importance pour moi. Pour certaines femmes, ça n'a pas trop d'importance, ça va pas venir forcément débloquer des choses, mais pour moi, ça a été vraiment quand même quelque chose de révélateur, où c'est venu se débloquer via tout un processus. J'avais en art thérapie, j'avais dessiné ma blessure, donc j'avais exprimé cette blessure dans une illustration que j'avais réalisée moi. C'est moi en petite fille avec tout un tas de fantômes d'ombres noires derrière moi Mm. qui représentaient en fait tous mes agresseurs, parce il y a l'agresseur en lui-même, il y a aussi toutes les personnes qui ont su et qui n'ont rien fait, en fait. Mm. Donc j'avais matérialisé toutes ces ombres noires par exemple, mon agresseur, la femme de mon agresseur, qui certainement savait mais qui ne disait rien, par mon père qui n'a jamais cru en mon histoire, mes grands-parents qui ont carrément monté un, un, un groupe de soutien pour mon agresseur parce qu'ils n'ont jamais cru en mon histoire non plus. Donc tous ces gens-là, je les avais physiquement matérialisés dans cette illustration-là. Et un soir, je suis allée à un cercle de femmes. Et lors de ce cercle de femmes, j'ai déchiré ce papier, j'ai déchiré cette illustration et j'ai mis tout au feu avec la force de toutes ces femmes qui étaient dans ce cercle-là. On a vraiment pu libérer et ça a été quelque chose de très fort. Mm. Ça a été un truc incroyable. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment tout un process et
c'est là que vient justement la magie de l'énergie, la magie de la force des pouvoirs de la femme, des femmes, du groupe aussi. La force du groupe, ça a vraiment une importance. Et dans mes accompagnements, la force du groupe, il est là. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose on pourrait pas passer à côté et je pourrais pas l'enlever de cet accompagnement-là. Ça aurait pas du tout la même force et le même pouvoir. Mhm. Donc oui, la libération de la parole, elle a été super importante. Et puis après, quand ça a été fait, ça a été plutôt dans on va dire la reconstruction. C'est-à-dire, quand on libère quelque chose, c'est comme si on venait créer un trou, en fait. Mhm. Et ce trou, il faut le re-remplir de choses, de lumière, des choses belles, des choses qui nous remplissent de joie. Et ça, j'ai su le remplir avec la formation que j'étais en train de faire, où j'ai vraiment ressenti que c'était ma mission de vie, en fait, de pouvoir accompagner ces femmes-là. Et c'est comme ça que la reconstruction s'est faite aussi. On enlève les mauvaises fondations, on en reconstruit de nouvelles et on se découvre soi-même, on redécouvre notre personnalité, notre identité d'origine et on se redécouvre, quoi. Et ça, c'est génial. Mhm. Bah, quand tu parles d'identité, ça me fait penser à cette question de tu, quand tu as été victime d'abus, tu bases ton identité là-dessus et ça doit pas être si simple que ça que de se reconstruire en enlevant ça, en disant bah ok, là je vais libérer tout ça, mais finalement je suis qui si j'ai pas ça? C'est ça. Et ça, c'est la grosse question. Dans mon accompagnement, la partie libération émotionnelle, je dirais qu'elle est très, très rapide. Mhm. La libération, elle se fait assez rapidement. C'est vraiment toute la partie de la reconstruction derrière qui est beaucoup, beaucoup plus longue. Parce que justement, comme tu dis, on s'est construit sur des traumas. Parce qu'on n'en a pas eu qu'un, forcément. Il y en a eu d'autres qui sont venus se rajouter derrière. On a le fameux schéma répétitif qui vient se mettre dedans aussi. Le lien transgénérationnel. On porte aussi de d'autres lignées. Et, euh, et du coup, on vient créer notre propre identité par rapport à ça. Et c'est pas forcément cette identité d'origine. C'est l'identité qu'on se crée par rapport aux embûches qu'on a vécues dans la vie, à notre trauma. Et on se construit par rapport à ça. Mhm. On vit par rapport à ça. Mhm. On a une vie de couple qui est construite par rapport à ça. On a un travail qui est conçu et qui est fait pour vivre avec aussi ce qu'on a vécu. Et quand on déconstruit tout ça, eh ben, on se rend compte qu'on n'est pas, c'est pas là qu'on avait envie d'aller à Mhm. l'origine, quand si on n'avait pas eu vécu tout ça. Et donc, c'est ça vraiment que fait la libération émotionnelle. Elle vient vraiment remettre les choses dans l'ordre et à sa place, tel qu'on est né avec cette identité d'origine. Quand je parle d'identité d'origine, c'est vraiment l'âme telle qu'on l'a reçue ou telle qu'on l'a incarnée dès la naissance, Mhm. sans tous ces traumas, en fait. Mhm. Et généralement, quand la libération émotionnelle elle est faite, ouais, il y a une grosse question, il y a le gros questionnement, en fait, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me rend heureuse, quoi? Et donc, toutes ces questions-là, elles arrivent dans un second temps où on est dans la phase de la reconstruction après le trauma et on vient vraiment introspecter et venir chercher au plus profond de soi ce qu'on a envie vraiment. Mhm. Ouais. Mhm. Et si on donne un exemple, bah, éventuellement ton exemple à toi, Mm. comment est-ce que c'est venu t'impacter dans ta vie de tous les jours, le fait d'avoir été victime de ces abus? Et euh, une fois que tu as fait ta thérapie sur toi-même, qu'est-ce que ça a développé? Qu'est-ce que ça a permis de libérer? Beaucoup de choses, en fait. Et on s'en rend pas compte, en plus. C'est ça le pire. C'est que comme on se construit par rapport à ça, on se pose même pas de questions d'où ça vient et qu'est-ce que ça vient refléter chez nous parce on se pose pas la question. On a l'impression qu'on est comme ça. Moi, c'est venu vraiment me chercher quand j'ai vraiment quand j'ai eu ma fille, quand elle a eu l'âge à laquelle chez moi ça s'était passé. Moi, ça s'est passé quand j'avais 6 ans, de 6 à mes 8 ans. Et quand ma fille, elle a eu ses 6 ans,
je me suis pas, enfin, j'avais vraiment une sensation de ne pas être bien pendant 1 ou 2 mois. J'étais vraiment pas bien et j'arrivais pas à mettre les mots sur les mots, en fait. Et un jour, elle est rentrée de l'école. Elle m'a ramené une invitation pour dormir chez une copine. C'était la première, on va dire, fête, comment on appelle ça, soirée pyjama. Mhm. Première soirée pyjama. Et en fait, j'ai eu un gros bug. J'ai bloqué pendant tout le chemin du retour pour retourner à la maison, ce qui fait à peu près un quart d'heure. Mhm. Et j'ai bugué. J'étais dans ma bulle, et j'avais la scène, j'avais une scène qui se reproduisait tout le temps de ma fille qui dormait chez sa copine et que son mari venait pour lui faire des choses sur elle. Mhm. Et ça, j'avais la scène qui tournait en boucle dans ma tête pendant un quart d'heure. Ouais. Et là, je me suis dit, bah là, en fait, je peux pas transposer ça chez ma fille, tu vois. Mhm. Donc, fallait que je travaille là-dessus pour que elle puisse aussi faire sa vie et que moi, je transpose pas mon histoire sur elle. Donc ça, c'est quelque chose que on porte nous, mais qu'on peut aussi transmettre à nos enfants, tu vois. Mhm. Ça, c'est l'impact que ça peut avoir. C'est que ça peut avoir un impact sur nous, mais que ça peut aussi avoir un impact sur les autres, sur nos enfants. Et ça, c'était pas, pour moi, c'était pas envisageable, tu vois. Donc, il y avait ça, il y avait, bah, le fait que ça revienne sans arrêt te titiller, il y a des moments dans la vie où tu vis des choses et puis hop, ça revient, on te le resserre, quoi. Les fameuses, le stress post-traumatique, quoi, les flashs qui reviennent, on te resserre la scène, telle qu'elle était à l'époque et tu dois vivre avec, quoi. Mhm. Donc ça, c'est des petites choses qui viennent comme ça dans la vie de tous les jours, t'embêter, quoi. Après, euh, certainement, ça a eu dû avoir un impact dans ma vie, hein. Après, il faudrait vraiment pouvoir faire de Lucie, une sans trauma, une avec trauma, pour voir vraiment ce que ça a pu, on va dire, impacter dans la vie de chacune de ces deux Lucie, tu vois. Mhm. Très difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce que ça, vraiment, l'impact que ça a pu avoir dans ma vie. Je pense que le plus gros impact que ça a pu avoir, c'est le fait que je me suis mise à mon compte. Ça, j'ai pris conscience de ça il y a pas très longtemps. Je me suis mise à mon compte, je pense, aussi par peur d'aller travailler, de mettre ma fille chez une nounou ou chez un périscolaire. Ma fille, elle a jamais été chez une nounou, quoi, ni à la crèche, tout ça. Et ça, tu vois, j'en ai pris conscience il y a pas longtemps. Mhm. Je me dis qu'en fait, j'ai passé, ça va faire bientôt 10 ans que je suis à mon compte et 10 ans où j'ai bien galéré quand même, où ça n'a pas tout le temps été simple au niveau financier. Mais j'ai jamais voulu retrouver du travail et pourtant j'en avais envie. Mhm. Mais non, pour moi, c'était pas concevable. Parce qu'à mon avis, dans l'esprit, eh ben, il fallait que je reste à la maison, tu vois, pour m'occuper de ma fille. Et ça, tu vois, ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience il y a pas longtemps. Mhm. Ouais. Ouais, et c'est fou, hein, comme Ouais, on a parfois des choses inconscientes qui sont là, tu prends des décisions, tu sais pas vraiment pourquoi, et puis bah, là, tu c'est as ça. découvert que c'était Ouais, vrai. c'est ça, exactement. C'est inconscient et tu te mets volontairement des bâtons dans les roues pour que bah, tu restes à la maison, que tu t'occupes de ta fille parce que bah, tu sais que toi, inconsciemment, tu ne veux pas aller la mettre chez un périscolaire, chez une nounou ou n'importe quel moyen de garde. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Ton cerveau, ça pourrait pas faire. Mhm. Mhm. Donc, ouais. Donc ça, et puis après, voilà, tout ce que ça a pu m'apporter derrière, bah, c'est quand j'ai pu guérir mes blessures et tout ça, bah, c'est déjà rien que de vivre vraiment pleinement qui tu es, en fait. D'être vraiment pleinement toi, sans vouloir te cacher, sans avoir honte, sans avoir peur. Euh, je pense que c'est ça m'a apporté ça, d'être vraiment moi-même. J'ai jamais été vraiment moi-même et depuis que j'ai vraiment guéri ces blessures-là, j'ai jamais été autant moi-même. Mhm. Mhm. Donc c'est difficile à concevoir, mais ouais, Mhm. d'être vraiment pleinement heureuse dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, dans ce que ta manière d'être femme, ta manière d'être mère. Ouais, Mhm. je pense que l'impact derrière, il est là, quoi, positif. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ce qui te permet aussi de pouvoir maintenant accompagner les femmes Ouais,
Ça, Et c'est ma plus grande réussite, ça. Ce que je disais en conférence, lors de cette conférence que tu soulignais tout à l'heure sur les violences sexuelles. La dernière chose que j'ai dite, c'était justement de dire, ben, ma plus grande réussite, c'est de pouvoir aujourd'hui accompagner ces femmes-là sur leur chemin de résilience. mmh, mmh. Parce qu'il y en a besoin. Tellement peu de thérapeutes qui font ça. Et justement, Lucie, euh, toi, tu aides, enfin, tu les accompagnes, tes Mm. accompagnés à libérer leurs paroles, à faire ce deuil de l'identité de victime, ou en tout cas de celle sur qui elles se sont construites. Euh, Ça vient jouer un rôle crucial dans le processus de guérison. Et comment est-ce que toi, tu les accompagnes? Est-ce que tu utilises des techniques particulières de dessin ou d'art? Ou comment ça se passe dans une séance avec toi, Lucie? Mm. Ah, j'utilise quand même pas mal de choses, je me rends compte. C'est pas que de l'art-thérapie. Euh, il y a aussi beaucoup de psychothérapie où là, on est plus dans du verbal, contrairement à l'art-thérapie où on est plus sur du non-verbal et du psychocorporel. Euh, donc, je viens vraiment utiliser pas mal de choses. En médium, pour l'art-thérapie, j'utilise énormément de choses aussi. Il va y avoir de la peinture, du dessin, du collage, de l'argile aussi. J'aime beaucoup utiliser l'argile sur la reconstruction du féminin sacré. C'est un truc magique. Euh, la danse intuitive, le chant intuitif. J'aime bien utiliser les mantras aussi, les chants de mantras, tu vois. Ça ouvre le chakra de la gorge aussi, donc c'est super intéressant. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Ouais, puis bon, j'ai quand même beaucoup mon côté chaman qui ressort aussi, où on va faire énormément de rituels aussi derrière, où on va transformer le dessin dans sa symbolique de ce qu'il représente. S'il y a des choses à transformer, par exemple, si c'est un dessin qui est très négatif, qui est très souffrant, on va venir transformer cette souffrance-là et on va utiliser comme des rituels pour transformer ces œuvres, soit en positif ou les transformer sur la voie du positif. Soit en venant découper une partie du dessin, en venant la recompléter avec quelque chose de beaucoup plus lumineux. On va venir utiliser cette partie qu'on a découpée, on va venir la découper en 1000 morceaux, on va la brûler avec vraiment une intention de pouvoir se libérer de quelque chose. On va utiliser les éléments, on va y mettre en terre si on veut, voilà, plutôt mettre en terre, ou utiliser l'eau, alors, les éléments en général. Donc ça, je pense que c'est plutôt le côté un peu chamanisme qui ressort, sorcière. Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, je fais aussi, je suis praticienne en breathwork, et donc du coup, j'utilise aussi le breathwork dans la libération émotionnelle. Ça, c'est génial. Mm. Ça, c'est génial, c'est puissant. Bon, après, voilà, faut être préparé psychologiquement. Est-ce que ça secoue? Parce que ça secoue énormément. Mais par contre, c'est comme la bouteille de coca qu'on vient secouer. Et quand on ouvre le bouchon, ça sort tout. Et après, après, c'est assez catégorique. On a exprimé l'émotion. Parce que c'est ça, il faut comprendre ce qu'est un trauma pour comprendre aussi ce qu'est le breathwork. Un trauma, c'est une expression c'est un sentiment, une émotion qui n'a pas été exprimée. Et Mhm. le breathwork, lui, il vient venir justement exprimer ce traumatisme. Mhm. Donc, quand le traumatisme, il a été exprimé, eh ben, il n'y a plus de trauma, en fait. On laisse la place à autre chose, à la reconstruction. Donc, du coup, le breathwork, il permet vraiment ça. On vient travailler, introspecter sur la blessure au début, sur ce qu'on a envie d'exprimer, ressortir. Voilà. Après, on a cette séance de breathwork qui vient vraiment tout sortir, tout nettoyer. Et après, on part sur la phase de reconstruction. Donc, ça se fait vraiment en plusieurs temps, hein. Là, t'as l'impression que c'est en quelques heures que ça se fait, hein, mais en général, la première phase de libération émotionnelle, elle est déjà en 5 mois, tu vois. Mhm. On part sur 5 mois d'accompagnement sur la libération émotionnelle. Il y a le breathwork dans cette première partie, et après, on a une seconde partie, on est sur la reconstruction. Mhm. Mhm. Donc voilà, donc, j'utilise à peu près tout ça. Il m'arrive aussi de temps en temps d'utiliser en rendez-vous individuel où je viens conseiller des pierres aussi pour pouvoir soit aider à libérer, soit aider à introspecter des choses, soit aider à bien dormir parce qu'il y a des femmes qui ont vraiment du mal à dormir. Elles ont des flashbacks qui reviennent dans la nuit, elles font des cauchemars. Et ben, je viens conseiller des pierres
pour aider à dormir. Voilà, il y a des choses fabuleuses dans les pierres, en lithothérapie. On peut faire vraiment pas mal de choses aussi. Mhm. Et donc ça, c'est un complément que je conseille aussi en fonction de la personne, de la problématique de la personne et là où elle a envie d'aller. Mhm. Donc c'est vraiment complet ce que tu proposes. Ouais, c'est très complet et c'est très intense. Donc après, la personne qui se lance dans ce genre de thérapie, enfin, c'est très condensé. C'est limite, enfin, c'est très intense, quoi. Il faut être prêt à vouloir faire quelque chose de rapide et enfin, qui explose, quoi. C'est carrément, c'est explosif, hein. Mais on vient vraiment exploser aussi les mauvaises fondations sur lesquelles on s'est fabriqué, hein. Mhm. On vient tout exploser pour tout reconstruire et rebâtir derrière. Donc oui, c'est quelque chose qui est très intense, ouais. Mais au niveau des résultats, qui est très puissant. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Alors, avant de parler des résultats, tu parlais de breathwork. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer aux personnes qui nous écoutent ce que c'est? Alors, le breathwork, donc c'est de la respiration holotropique. Donc, on vient mettre le client, donc la personne, en respiration accélérée. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. En surventilation même, pour justement permettre au corps de venir expulser tout ce qui est traumatisme, émotions stagnantes, des choses comme ça. Donc ça vient vraiment créer de la surventilation. Donc on vient amener plus d'oxygène dans le sang et ça vient vraiment nettoyer, dégager. Mhm. Et généralement, ouais, au niveau émotionnel, ça vient vraiment débloquer des choses. Donc Ouais. on peut, pendant ces séances de breathwork, revivre des choses sans forcément les voir, on peut les ressentir. C'est assez particulier, c'est très difficile à expliquer parce que ça peut être d'une personne à une autre, ça peut être tellement différent. Moi, j'ai des personnes qui vont pas forcément ressentir des choses et d'autres qui vont se mettre à vomir ou parce qu'elles ont besoin de sortir des choses, donc elles vont se mettre à vomir. C'est très, c'est très aléatoire. Mhm. Mhm. Donc voilà. Donc en bref, c'est une technique de soin par respiration accélérée, par respiration sur ventilation. Mhm. Mhm. Voilà. Oui. Oui, et c'est vrai que même au niveau physique, tu le disais, ça peut provoquer des vomissements, mais c'est vrai que c'est très, très intense. Ça peut provoquer des étourdissements, Oui, paralysie aussi au niveau des membres. C'est, je vais pas aller trop dans les détails, ça risque de faire peur des fois parce que moi j'ai eu vraiment des choses incroyables. Euh, le but c'est de pas faire peur, mais c'est justement de se dire bah c'est quelque chose qui fonctionne quoi, ouais. qui fonctionne et qu'on peut faire quand on a été victime de trauma. C'est quelque chose qui est très, enfin au niveau réussite, je pense que c'est pas du 100%, mais on n'en est pas loin quoi. Mhm. Mhm. Ouais. Et que ce soit Oui. dans du trauma d'une victime de violence, mais ça peut être pour quelqu'un qui a vécu un deuil, quelqu'un de décédé dans sa famille, n'importe quoi. Mhm. Moi, je l'utilise pour le trauma, hein, mais il y en a qui l'utilisent pas forcément pour le trauma, hein. Ça peut être une technique aussi de bien-être. Voilà, moi, je l'utilise dans le cas du trauma parce que je trouve que c'est une expérience à vivre pour vraiment réussir à expulser tout ça sans forcément aller faire une thérapie d'un an juste pour libérer émotionnellement un trauma. Mhm. Là, c'est assez catégorique, c'est assez fulgurant. Mhm. Je pense qu'on n'a pas besoin de vivre éternellement pendant des années dans une psychothérapie avec le trauma en lui-même. Le but, c'est de libérer tout ça le plus rapidement possible et de se reconstruire après derrière. Mhm. Au final, le traumatisme en lui-même, il ne faut pas lui donner d'importance plus que ça. Il faut vraiment essayer de le dégager le plus vite possible et puis vraiment pouvoir se reconstruire derrière. Parce que le but de ça, c'est de pouvoir libérer émotionnellement ce qu'on a vécu de ce traumatisme. Quand cette émotion est plus là, ça nous laisse toute la possibilité de pouvoir se reconstruire. Mhm. Et puis de se dire, bah, on a été victime de ça, mais on n'a plus l'émotion avec. On n'a plus le même ressenti. Mhm. On n'a plus la colère, on n'a plus le dégoût, on n'a plus voilà, tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Oui, Et tu m'avais. c'est ça qui fait aussi la reviviscence traumatique. C'est Mhm. que, bah, à chaque fois, on vient revivre ces mêmes émotions. Tant que tout ça, c'est là, on peut pas aller au-delà. On peut pas aller se reconstruire tant que l'émotion, elle est toujours là. C'est pas possible. Ouais. Oui, et ce que tu m'avais expliqué, c'est que
souvent cette phase pour libérer le trauma est assez rapide et que parfois, bah, c'est la phase d'après de redécouvrir Mm. qui on est, de reprendre sa place, d'apprendre à s'aimer, qui peut prendre un petit peu plus de temps dans la Oui, c'est ça. thérapie. Et puis bah aussi se rééquilibrer au niveau féminin et masculin, parce que souvent ces femmes-là, elles ont été blessées par le masculin, et donc il n'y a pas que le féminin à construire, il y a aussi la partie masculin. Mhm, Et là, ça, on oublie souvent. On parle souvent du féminin sacré et tout ça, mais il y a aussi le masculin sacré. Et là, il y a vraiment une importance dans les femmes qui ont été victimes de violences. Toute l'importance aussi, elle est de venir reconstruire ce masculin qui a été blessé aussi. mhm, Donc là, il faut vraiment venir reconstruire les deux et vraiment reconstruire son couple intérieur. mhm, Mm. mhm. Et au niveau des résultats, Lucie, qu'est-ce que tu peux voir comme changement, probablement émotionnel, mais aussi physique, chez certaines de tes accompagnées? Il y a ça, ouais, il y a énormément de changements. Il y a des femmes qui viennent, qui ont été victimes, une particulièrement qui a été victime d'inceste. Euh, Elle avait peur du noir, elle avait peur de sortir toute seule dans la rue. Voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Le mot papa, tout de suite, ça l'envoyait à ce qu'elle avait vécu. Elle avait peur de reconstruire ça dans son, enfin, dans son schéma familial, dans le sens où elle était avec quelqu'un. Ils veulent avoir un enfant, mais elle a peur de reconstruire le schéma où le papa fait ça à son enfant, la maman, elle était plus ou moins au courant et elle disait rien, et elle avait peur que ça se répète. Mhm, Et donc, elle a fait donc cet accompagnement-là. Et là, vraiment, sur les dernières sessions d'accompagnement, ça a été assez fulgurant dans ce qu'elle a changé dans sa vie. Elle a quitté son homme déjà, mhm, parce qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Elle en a vraiment pris conscience qu'elle était plus la maman que sa femme. Donc vraiment, elle a quitté son mari. Alors pas par peur de reproduire, mais vraiment, elle a pris conscience que c'était pas quelqu'un pour elle. mhm, Elle a, elle a plus peur du noir. Elle qui avait peur de sortir dans la rue toute seule, elle arrive à prendre le bus toute seule, à sortir dans la rue toute seule sans avoir peur. Et elle a pris 3 jours, elle a pris 3 jours de vacances toute seule à Lyon dans un Airbnb. génial. Enfin, voilà, enfin, comme ça, à dire comme ça paraît anodin, mais pour elle, ça a été un véritable changement dans sa vie, quoi. Elle a déménagé. Pour le moment, elle est retournée chez ses parents, mais voilà, elle cherche un appartement et tout ça. Donc vraiment, elle est dans la reconstruction, en fait. Mhm, Et donc c'est un peu dans ce sens-là où on se dit, on va venir déconstruire ce qu'on a, nos fondations. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, où avec nos traumas, on a le couple qui nous a menés jusque-là, parce que sur ces traumatismes, on s'est construit et on est en couple avec telle personne, peut-être parce que c'est l'homme qui va venir penser nos blessures, ou tu vois, c'est des choses comme ça. Des fois, il y a des femmes qui se mettent en couple avec un homme pour juste penser les blessures. C'est pas, il n'y a pas forcément d'affinité, il n'y a pas forcément d'amour et tout ça. Et ben là, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Elle a vraiment déconstruit tout ça. À un moment donné, ça a fait tilt, et elle a pris vraiment conscience que, mais pourquoi, en fait, je suis là dans cette vie-là? C'est pas une vie qui me ressemble. mhm, Et quand tu prends vraiment conscience de ton identité d'origine, t'as qu'une chose à faire, en fait, hein, c'est de faire un reset et de recommencer à zéro, en fait, hein, enfin, avec toi, tes vraies valeurs, qui tu es et qui t'as envie d'être. mhm, Donc là, tu fais table rase et tu recommences à zéro. Donc ça, il faut être prêt aussi à accueillir ça. Ça se présente pas dans tous les cas, mais il faut être prêt aussi à accueillir ça dans le sens où ça va vraiment venir bousculer ta vie, mhm, mhm. parce que tu vas te retrouver toi. Ouais, Et tu oui. vois, donc, souvent ces femmes-là, elles sont dans la culpabilité de dire, bah ouais, mais je pense qu'à moi, j'ai l'impression de penser qu'à moi, je suis égoïste et tout ça. Et en fait, non, c'est juste avant d'aller chercher quelqu'un avec qui vivre, avant de lui donner une partie de toi, comme on pourrait l'entendre quand on dit on va chercher sa moitié, tu vois, comme si on donnait la moitié à quelqu'un d'autre. Mais avant de donner sa moitié, alors moi je suis pas partisan de lui donner sa moitié, mais il faut déjà se reconstruire soi, être soi-même,
se reconstruire soi, savoir qui on est avant de pouvoir avant d'aller rencontrer d'autres personnes, tu vois. Mm. Oui, Et ça, c'est quelque chose de difficile, ça, tu vois, pour ces femmes de se dire, souvent elles ont envie de réessayer, tu vois. Elles veulent retrouver quelqu'un, reconstruire quelque chose, un couple, et à chaque fois ça capote parce qu'elles sont pas, elles-mêmes sont pas guéries déjà, et elles cherchent quelqu'un pour combler quelque chose. Donc mm, c'est pas bon. ouais, ouais, absolument. Et puis elles attirent ce qu'elles veulent pas. Et voilà. Et elles attirent aussi ce qu'elles veulent pas, ou dans le schéma répétitif où elles vont encore avoir un homme qui est pas pour elles, un homme qui va encore les taper, qui va encore, voilà, on va encore reproduire la violence derrière parce qu'on n'est pas complètement guéri, on s'est pas reconstruit nous-mêmes et on vibre encore ce qu'on a vécu, quoi. Mhm, Donc, mhm. donc non, l'importance de se reconstruire, elle est énorme. Oui, et ça se passe vraiment dans l'invisible. C'est vraiment, Ah c'est ouais, pas du tout dans tout ce à qu'on fait. peut voir et conceptualiser avec le mental. C'est vraiment les choses dans l'énergie, dans ce qui se passe entre deux Ouais, personnes qui va attirer ou repousser. Enfin, mm, ça attire ce que tu veux pas et ça repousse ce que tu voudrais. ouais. Mm, mm, Ouais, et puis après, bon, il y a des changements physiques aussi, hein. On parle d'invisible, mais il y a aussi des changements physiques. Bah là, cette cliente-là, par exemple, elle avait un rapport au corps qui était très négatif. mm, Et du coup, elle portait des vêtements assez larges et tout ça pour pas qu'on voie ses formes. Et dans les dernières séances d'accompagnement, elle venait habillée avec des petits tops, tu vois, un peu collés, serrés. Et mm, là, vraiment, elle se sentait bien. Elle m'a dit, je suis allée faire du shopping, jamais j'aurais acheté ça, quoi. mm, Et là, elle me dit, je me sens bien dedans, je me sens femme. Voilà. Elle avait aussi redécouvert son corps, donc par bah, la danse, parce qu'on a fait aussi de la danse, des choses comme ça. Et là, quand on est sur des thérapies psychocorporelles, on redécouvre aussi son corps. mhm, mm, Et ça, c'est important parce que souvent, le corps, on le met de côté parce que c'est le corps, c'est ce il a subi. Il a subi les violences, il a subi donc les violences sexuelles, les violences conjugales. Et on le met de côté et on n'a pas envie de ressembler à une femme parce que ce serait encore, bah, on va dire, on va dire, attiser, quoi. Donc souvent, bah, ces femmes-là, elles s'habillent de façon à pas qu'on voie leur féminité, mhm, elles se mettent pas en valeur. Et l'intérêt de cette thérapie-là aussi, c'est de pouvoir reprendre confiance en soi, avoir de l'estime pour soi et de se retrouver femme. Mm. mhm. Ouais. Oui, et de reconnecter cet amour de soi et au plaisir que Ouais, procure le corps, parce que je tout peux à fait. imaginer que tu as une part de toi qui va considérer le corps, ou en tout cas le mettre en relation avec quelque chose de négatif, puisque tu as Mm, vécu quelque chose de vraiment c'est ça. souffrant, et t'en oublies que ça peut te procurer du plaisir aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, on le prend plutôt comme un outil du plaisir masculin et on le met pas en valeur pour pas justement montrer tous les attributs qu'on pourrait avoir, Mhm. qui pourraient susciter de l'envie ou du plaisir chez la gente masculine. Et on met tout ça, on cache tout ça pour pas renouveler l'expérience de la violence, quoi. Mhm. Donc Mhm. ça, c'est important de reprendre, comme tu dis, contact avec toutes les parties de son corps, sexuelles en particulier, Mhm. parce que souvent ces femmes-là, elles veulent même pas prendre du plaisir pour elles, parce que pour elles, ça va les ramener à quelque chose qu'elles ont subi. Mhm. Alors que bon, ben, c'est aussi redécouvrir cette partie, les parties génitales, tout ça, pour bah, apprendre à se faire du bien à soi-même aussi, parce que se reconnecter à soi, reprendre possession de son identité, c'est aussi réapprendre à se faire du plaisir à soi-même toute seule, tu vois. Mhm. Redécouvrir son corps avant de pouvoir eh ben, le faire avec quelqu'un d'autre. Ouais, absolument. Je vais je vais tenter à poser cette question quand même par rapport au plaisir, euh, parce qu'il peut y avoir, alors là, je parle pas forcément de toi parce que tu étais enfant, mais peut-être des femmes qui, quand elles ont subi un acte de violence sexuelle,
qui peuvent aussi culpabiliser parce qu'elles ont ressenti quelque part une forme de plaisir ou qu'en tout cas, elles peuvent associer le fait que comme elles ne se sont pas débattues, ça voudrait dire qu'elles auraient comme cautionné l'acte. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire, parce qu'on en parle de culpabilité, parce qu'on a peut-être potentiellement ressenti du plaisir pendant cet acte-là. Pour expliquer ça, il faudrait expliquer aussi toute la partie, comment dire, qu'est-ce qui se passe quand on est victime de violence. Mhm, C'est-à-dire que le corps, il met le cerveau en, comment dire, en dissociation. mhm, C'est tellement ce qui se passe est choquant et bah, en fait, le cerveau, il se met en surchauffe. Pour éviter justement que bah, on fasse soit un arrêt cardiaque, parce que pendant des choses comme ça, le cœur, il pourrait très bien s'arrêter, hein, tellement c'est violent ce qui se passe. mhm, Eh bien, le cerveau, lui, il va créer comme comment on appelle ça? Un disjoncteur, comme un disjoncteur. Tu vois, il va venir faire disjoncter le cerveau mhm, pour justement être coupé de tout ça, pour pas que la mémoire se souvienne forcément de ce qui s'est passé, ou il va ranger ça dans un disque dur externe mhm, pour venir t'embêter plus tard. mhm, Euh, et, euh, et donc ça, ouais, pour expliquer si certaines femmes ont pu à ressentir du plaisir pendant un acte comme ça, il faudrait vraiment pouvoir expliquer toute la démarche traumatique, de toute la mhm, mémoire traumatique de ce qui se passe quand on est victime. La dissociation, voilà, le fait d'être paralysé quand on est victime. Euh, oui, peut-être qu'à ce moment-là, on est en dissociation et tout ça, on peut peut-être ressentir du plaisir, mais c'est pas de notre ressort en fait. C'est mhm, purement physiologique, tu vois, mhm. je dirais. Et encore. Tu Ouais. Oui. vois. Donc, ce serait long à expliquer. Ouais. Faudrait limite faire un truc que sur ça, tu vois. Ouais. Sur tout ce qui est stress post-traumatique, les syndromes de stress post-traumatique. Qu'est-ce qui se passe quand on est victime d'un trauma, c'est-à-dire ce qui se passe à l'instant T, comment le corps y réagit, voilà, et tout ce qui vient avec le traumatisme, la dissociation, tout ça, quoi. Il faudrait pouvoir expliquer tout ça. Je pense que c'est même, moi, c'est des choses qu'on parle donc avec nos clients quand on est en entretien, hein, tu vois, en individuel, même en collectif, on en parle, hein, parce que c'est super important qu'elles puissent connaître tout ça, parce que souvent, elles se disent, mais en fait, ça les renvoie à, je suis normale, en fait. J'ai ressenti ça, mais c'est normal. Et souvent, c'est ce qu'on me dit. Après une séance, on me dit, merci, Lucie, parce que franchement, je me sens normale. Mhm, Tu m'as expliqué, je me sens normale ou je me sens pas seule, tu vois. mhm, Quand j'explique, par exemple, moi, ce que j'ai vécu et tout ça, eh ben, ça les rassure dans le sens où, ah ouais, je suis pas toute seule à avoir ressenti ça ou à penser ça. Et c'est là la force aussi du groupe, parce que quand on entend plusieurs histoires, plusieurs parcours, moi, jusqu'à très longtemps, j'ai pensé que j'étais toute seule dans mon coin à avoir vécu ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on garde le secret aussi longtemps, parce qu'on a l'impression que mhm, personne n'a vécu ça. Tu vois. Et mhm, moi, ce qui m'a mis un coup de massue quand j'ai commencé à travailler avec les femmes victimes, c'est le nombre de personnes qui ont été victimes. mhm, D'où l'importance de pouvoir être dans des groupes de parole, de pouvoir discuter avec d'autres femmes qui ont vécu ça, parce que c'est important de pouvoir le faire, parce mhm, qu'on se sent moins seul et on se sent pas stigmatisé, tu vois. On se sent ni jugé, parce c'est même une minorité, les femmes qui ne l'ont pas vécu, je dirais aujourd'hui, tu vois. mhm, mhm, Moi, l'autre jour, je discutais avec une femme qui n'avait pas vécu de violence sexuelle. Elle me dit, bah, au final, je me rends compte que je suis dans la minorité, quoi. mhm. C'est dingue. Ouais. Ouais. Et toi, pour sensibiliser par rapport à ces sujets-là, Mm. tu as quasi terminé ou tu es en train de terminer, En train. Ouais. en train de terminer un livre jeunesse pour sensibiliser les enfants aux violences sexuelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet et qu'est-ce que tu espères accomplir avec ce livre? Alors, déjà, il faut savoir que dans une école, dans une classe d'enfants, une classe en primaire, bon, ou même enfin, dans toutes les classes, il y a environ entre 2 à 3 enfants qui ont été victimes de violences sexuelles dans une classe. Mm.
Donc, je te laisse imaginer dans une école qui a plusieurs classes, en fonction du nombre d'élèves. C'est énorme, en fait, le nombre d'enfants qui seraient susceptibles d'avoir vécu ce genre de violence. Elle est là, en fait, l'importance de ce livre. Euh, j'ai vraiment à cœur de pouvoir créer ce livre et de pouvoir le publier si je trouve un éditeur, ou après, si je trouve pas d'éditeur, bah, je l'auto-publierai, c'est pas grave. Et le rôle de ce livre, c'est vraiment de pouvoir apporter un outil aux maîtres, aux maîtresses, aux professeurs, pour pouvoir, sans tabou, pouvoir discuter de ce genre de thématique, parce que bon, je me rends compte en discutant avec les professeurs, les maîtres, les maîtresses, que c'est hyper compliqué pour eux de pouvoir discuter de ça. Ils veulent même pas en parler parce que c'est trop compliqué. Et ils ont peur des questions aussi des enfants. Ouais, ils ont peur de pas pouvoir répondre. Donc là, c'est vraiment ça le rôle de cet outil-là. Je pense que c'est pouvoir raconter une histoire autour de ça, sans forcément rentrer dans les détails d'une histoire vraie, tu vois, mais plus par un conte. Hein, c'est ça en fait les contes. Hein, c'est la une voie initiatique. Hein, euh, de pouvoir donner un outil aux enseignants pour pouvoir parler de ça et et ben, d'ouvrir un espace pour pouvoir recueillir des questions et répondre. Et toute l'importance, elle est là de pouvoir faire de la sensibilisation dans les écoles. Moi, j'aimerais bien faire de la sensibilisation dans les écoles en racontant ce livre, en racontant mon histoire et en laissant pleinement les enfants poser leurs questions. Et là, on se rend compte que finalement, c'est pas les enfants qui ont du mal à parler de ça, c'est les adultes. Les enfants, ils ont aucun tabou. Ils vont parler librement, ils vont te poser les questions librement là-dessus. Et je pense qu'il faut être à l'aise là-dessus pour pouvoir en parler. Et quelqu'un qui a vécu ça, je pense qu'il est le plus à même de pouvoir répondre à ce genre de questions. Parce que bon, quelqu'un qui a vécu ça et qui a travaillé ça, hein, Bien sûr. on va pas aller mettre une victime qui n'a pas encore travaillé ses blessures dans une classe et puis laisser les enfants lui poser toutes les questions. Mais c'est important de pouvoir justement ouvrir cet espace-là et puis que ces enfants ils puissent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ça enlève déjà pas mal de choses, de tabous sur là-dessus. Ça répond à leurs questions et puis ça permet de dépister aussi. Oui. Parce que c'est dans des moments comme ça qu'on peut réussir aussi à dépister s'il y a des enfants qui pourraient être victimes de violences. Donc voilà l'intérêt de ce livre. Ouais. En tout cas, merci vraiment de mettre des images, des mots là-dessus, de faire en sorte que ça soit accessible, que Ouais. ça soit con- compté de manière compréhensible, simple à des enfants, et puis ouais, d'ouvrir la parole par rapport à ça pour, pour qu'on prenne conscience de ce qui se passe et que ça en fasse pas des enfants traumatisés, enfin des futurs adultes qui sont complètement Oui, puis c'est aussi désorientés. de pouvoir dire aux enfants ce qui se fait, ce qui se fait pas. Parce que moi, tu vois, j'aurais eu ça quand j'étais enfant. Et je pense que j'aurais pu aussi me dire, ah là, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Oui. Et il y a beaucoup de parents qui viennent dans les écoles en me disant, quand on veut faire de la sensibilisation, ils viennent me dire, ah oui, mais bon, c'est encore mettre des idées dans la tête des enfants. Tu vois, on en a encore là, tu vois. Hein. Ah bah non, faut l'éducation sexuelle. Tout de suite, ils s'imaginent qu'on va faire de l'éducation sexuelle. Mais pas du tout, en fait. Donc, non. Il y a même une dame qui m'a dit, oui, mais si c'est pour leur apprendre à comment on fait l'amour, non, c'est pas du tout ça qu'on vient faire. Tu vois? Oui, mais en fait, tu vois, il y a des a priori. Les gens, il y a tellement eu de on-dit sur ce genre de cours d'éducation sexuelle et affectif que les gens se sont fait des films sur ce qui se passait dans ces séances-là. Donc souvent, les parents, ils enlèvent les enfants quand il y a ces cours-là. Et ça, c'est bien dommage. Il y a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. D'où l'intérêt, ouais, d'aller vraiment sensibiliser dans les écoles, même, tu vois, dans tous les établissements qui accueillent du public enfant, dans les bibliothèques. Ça peut très bien se faire dans les bibliothèques. Quand moi, je sais qu'à Bourg, il y a une médiathèque tous les samedis matins. Il y a une conteuse qui vient, qui raconte une histoire. Et pourquoi pas le faire à ces moments-là, tu vois? Raconter cette histoire-là, l'histoire que je suis en train de créer. Pourquoi pas la raconter à ces moments-là? Là, on est en plein été.
dans les centres de vacances. Ça peut très bien se faire, hein, dans les centres de vacances. Le but, c'est de pouvoir informer le maximum d'enfants. Et puis apporter un outil pour les professeurs. Voilà. Ceux qui se sentent de le faire eux-mêmes, et ben, qu'ils puissent le faire avec on va dire, un process, on va dire un protocole, quoi. Mhm. Et Oui, cette histoire, elle rentrerait dans ce protocole. Il n'y a pas beaucoup de livres, hein. Il n'y a pas beaucoup de livres, hein, sur, justement, le tabou de l'inceste. Il y a un livre qui est super bien fait, de Meylan. Je sais pas si tu connais. oui, Voilà, qui oui, s'appelle Le Loup, qui est oui. super bien fait aussi. Mhm. Mais il y a trop peu de livres. Il y a trop peu de livres là-dessus, sur le sujet. Mhm. Il faut qu'on vraiment on arrive à développer ça pour Oui. apporter plus d'eau. Oui, puis trouver, comme tu dis, des illustrateurs, illustratrices Ouais, qui ont cette sensibilité et assez d'imagination pour mettre en ouais. image De métaphorique. manière, oui, exactement. Ou que ça peut être ludique aussi, hein. Enfin, ça peut être, moi, l'histoire que je suis en train de raconter, il y a un côté humoristique aussi, tu vois. Mhm. L'humour, on peut la mettre dans tout. Oui. Après, ça dépend du dosage que tu mets. Mhm. Mais le but, c'est de faire une histoire horrible, d'une histoire horrible, d'en faire aussi une histoire qui soit un peu sarcastique, tu vois, Ouais. et qui amène un peu d'humour. Écoute, merci vraiment beaucoup, beaucoup, Lucie. Merci d'être venue parler de ton expérience à toi, de ce que tu as vécu dans ton propre processus transformationnel, puis comment ça t'aide ça soutient la transformation des autres femmes, puisque toi-même, t'es passée par là et que maintenant, de plus en plus, je pense que les personnes vont chercher des thérapeutes qui ont vécu Ouais. ce qui libère, ce qu'ils aident à libérer. Ça a été une joie de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, partager ce moment avec toi. Et bah, également, moi, c'est une superbe rencontre. Non, franchement, merci Céline pour cette opportunité. C'est un plaisir pour moi de pouvoir parler de ce que j'ai vécu et de pouvoir bah, transmettre aussi que ben on peut s'en sortir. On n'est pas obligé de vivre avec ça toute sa vie, quoi. Mhm. Et que ça, c'est une période de la vie qui peut se transformer. On n'est pas obligé de vivre avec ça à l'éternité. Et important aussi, on travaille là-dessus pour pas aussi le transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, c'est super important. Ouais. Parce que si la personne en elle-même, elle veut pas le faire pour elle, et ben qu'elle pense aussi à, à tout le lien transgénérationnel qui se transmet, hein. Ça a été prouvé scientifiquement, hein. Mhm. Génétiquement, on transmet un autre traumatisme. Donc ça, c'est important de pouvoir le travailler. Bah, peut-être pas pour soi si on n'a pas envie de le faire pour soi, mais au moins pour ses enfants, pour ses arrière-petits-enfants. Penser bah, à l'avenir. Eh bien, pour les personnes que ça intéresse, contactez Lucie. Et puis, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. À très, très bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!